Konbanwa, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude avec les histoires morbides au Japon, non? Et pourtant, celle que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas du tout méconnue, d'autres l'ont contée bien avant moi. Et pour cause, elle fait partie de ces histoires tragiques qui ont laissé des cicatrices sur l'histoire du Japon. Je vous propose de plonger dans l'histoire de l'otaku tueur, Tsutomu Miyazaki. Dans ce format, pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont strictement réels et facilement vérifiables. Installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, ça va être dur. Miyazaki Tsutomu, Otaku Satsujin Shiken. 21 août 1962. En ce beau samedi matin dans la ville de Owada, située en banlieue de Tokyo, naît un enfant dans la famille Miyazaki. C'est le premier enfant issu de l'amour entre ses parents. Ces derniers travaillent et surtout dirigent une société de journaux régionaux, Akikawa Shimbun. Et de ce fait, les deux parents sont assez célèbres localement. Malheureusement, leur travail respectif étant extrêmement chronophage, ils laissent la garde du petit Tsutomu Miyazaki à son grand-père et aussi à la charge d'un homme de 30 ans dédié à cette tâche. Le grand-père chouchoute son petit-fils, le bonheur est très présent et les jours passent. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Le petit Tsutomu souffre d'une malformation à la naissance. Le nom scientifique de sa déformation, c'est la synostose radio-ulnaire congénitale des deux côtés. Alors je vous précise que cette photo de main, on peut la voir systématiquement utilisée dans toutes les vidéos qui parlent de cette affaire. Et donc la mienne ne fait pas exception non plus. Pourtant, je n'ai trouvé aucune preuve tangible qui confirme que ce sont bien les mains de Tsutomu qui sont représentées ici. J'ai vérifié partout sur les médias japonais et je n'ai pas vu une seule source fiable qui utilisait cette image. D'autant plus que sur cette image, on voit bien que ce sont les deux mains du sujet qui sont atteintes. Or, après avoir bien écumé l'affaire, on voit sur cette vidéo que Miyazaki a la main gauche bien visible. Et elle ne semble pas être aussi difforme que sur la photo. Donc j'ai tendance à dire que non, ce ne sont pas les mains de notre homme représentées ici. Cette image vient accentuer l'horreur et le mysticisme autour du destin que va connaître Miyazaki Tsutomu. Toutefois, ce qui est sûr, c'est qu'il avait bel et bien une malformation au niveau des mains. Et pour ce qui est des conséquences, c'était bien évidemment l'apparence légèrement étrange, et aussi le fait qu'il avait des difficultés à tourner son poignet. Une opération était envisageable, mais non sans risque, et le taux de réussite à l'époque était de 1%. Ce qui, clairement, je pense que vous serez d'accord, ne valait pas le coup. Mais afin de ne pas le considérer comme étant une personne en situation de handicap, et pour ne pas lui porter de préjudice dans le monde du travail nippon plus tard, il fut décidé qu'il ne subirait pas d'opération. On disait quand même de lui qu'il avait des mains, je cite, avec une apparence de pattes de rongeur. Ce genre d'appellation peu flatteuse, il va en subir beaucoup, dans un cadre bien connu pour le harcèlement, c'est-à-dire L'école. Avant même d'arriver à l'école lorsqu'il était à la crèche, les moqueries fusaient de la part des autres enfants sous le regard indifférent des enseignants. Tsutomu lui-même déclarera que cette période était pour lui extrêmement douloureuse. Et vous vous en doutez que ce n'est pas quelque chose qui s'est arrangé en rentrant à l'école primaire. Il rentrait seul chez lui et heureusement ses deux jeunes sœurs le réconfortaient un peu. Non, je plaisante. Même une fois chez lui, il vivait un véritable enfer. Ses sœurs mettaient des pièges à souris autour de son lit pour le voir saigner des pieds le matin venu. Pour éviter d'être trop blessé dans ce genre de situation, il va se replier sur lui-même et créer son propre monde. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 6 ans, il est absolument fasciné par les kaiju. Ce sont des monstres géants tels Godzilla qu'on voit souvent dans la culture populaire japonaise. Et il faut comprendre que sur la seconde moitié des années 60 au Japon, il y a l'apparition d'une série télévisée qui s'appelle Ultraman qui va marquer vraiment toute une génération. Et pas qu'une d'ailleurs, je suis extrêmement fan aujourd'hui. Pour le scénario, il s'agit d'un être humain qui se transforme en guerrier de lumière géant pour combattre des kaiju afin de protéger la Terre. Mais contrairement aux autres enfants qui sont eux fans du héros, c'est-à-dire Ultraman, Tsutomu Miyazaki lui est fan des kaiju et donc des méchants. Probablement qu'à force d'être traité comme un monstre à cause de ses mains difformes en forme de pattes de rongeur, il voyait en eux des amis, des camarades, des semblables. Sa passion pour ces créatures était si grande qu'il se faisait appeler Kaiju Hiroshi, c'est-à-dire traduit littéralement Docteur Monster. Et vous imaginez bien que ce genre d'appellation, ça ne le rendait pas très populaire auprès des autres enfants, ni des parents d'ailleurs. Pour ce qui est des cours, c'est un bon élève, il est bon en maths, et sa mère se vante auprès des autres mamans comme quoi son fils est très doué en anglais. Après, je ne vous ai pas montré tout le tableau, il a de grosses faiblesses en sciences sociales. C'est assez représentatif de ce qui va se passer ensuite, parce que sciences sociales en japonais se dit shakai, et en fait c'est aussi le même mot qu'on utilise pour dire société. En somme, c'est comme s'il avait des difficultés avec la société. Lycée et université.
Au lycée, il ne se fait pas remarquer, toujours le nez plongé dans ses mangas ou ses comics, il reste sombre et discret. Plus tard, ses camarades de classe seront interviewés pour savoir quel genre d'élève était Miyazaki. おとなしいっていうか暗いっていうかそんな方ですね。ここに話しかけることもできないし。必ず宮崎君というのはどうか遠くで人を見てるんですね。 Mais à part ce témoignage, la quasi-totalité des personnes disent ne pas se souvenir de lui comme s'il n'avait jamais existé. On est même parfois dans l'obligation de ressortir des documents officiels pour bien prouver qu'ils étaient dans la même classe. Pourtant, bien qu'il soit assez transparent, il participe au bukatsu. Ce sont les clubs scolaires qu'il y a après les cours. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est à ce moment-là qu'il va apprendre le karaté. Malheureusement, même si les moqueries ont cessé depuis le lycée, il ne se fait aucun véritable ami. Et c'est dans ce contexte qu'en 1981, il est diplômé et quitte le lycée pour aller à l'université dans le département de technologie et d'imagerie de Tokyo. Il est vraiment passionné par la photo et la vidéo et à ce moment, son grand-père est très fier de lui. À cet instant, c'est probablement la seule personne à se préoccuper du sort de Miyazaki. Tsutomu, une fois à l'université, va découvrir une nouvelle passion, une passion pour le puzzle. C'est encore une fois quelque chose qui va être très marquant parce qu'il va en faire tous les jours, à toute heure et à tout moment. Il apparaîtra d'ailleurs plusieurs fois dans des journaux locaux pour avoir résolu des casse-têtes sur des numéros précédents. Mais tous ces jeux solitaires traduisent une grande timidité chez Miyazaki Tsutomu. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. C'est très paradoxal lorsqu'on sait à quel point il va faire parler de lui quelques années plus tard. Avril 1983. Ce mois-ci, Miyazaki Tsutomu est diplômé de son université et cherche son tout premier emploi. Il va le trouver grâce à un piston familial, c'est son oncle qui va lui proposer de venir travailler dans son imprimerie. En effet, l'oncle possède une imprimerie à Kodaira, dans la banlieue de Tokyo. Mais une fois dans ce cadre, ça ne va pas bien se passer pour Miyazaki. Trop peu habitué au contact humain et ne s'entendant pas avec ses collègues, eh bien, il a des mauvaises relations au travail. Sans oublier que ses collègues sont conscients qu'il est là uniquement parce que c'est le neveu du patron, grincent un peu des dents et lui mènent la vie dure. La situation, bien qu'il y ait des hauts et des bas, va s'empêtrer ainsi pendant 3 ans. Mais après un énième avertissement, le patron est obligé d'agir et lui propose une mutation dans la préfecture de Kanagawa. Proposition que Miyazaki Tsutomu refuse et peu de temps après, il démissionne. Mars 1986. Tsutomu Miyazaki devient un hikikomori, il ne sort plus de sa chambre et ses parents lui déposent à manger devant sa porte. Sans emploi, notre homme est perdu et le monde extérieur lui fait peur. Il sent qu'il n'est juste pas adapté à la société japonaise. Mais une lueur d'espoir va naître dans ce contexte. 6 mois plus tard, en septembre 1986, il se laisse tenter d'aller travailler dans l'entreprise familiale. Ses parents, conscients de son handicap et de son incapacité à communiquer avec autrui, lui laissent un travail très simpliste qui ne consiste qu'à aller récupérer des revues publicitaires. Mais au moins Tsutomu sort de sa chambre et a le sentiment d'occuper ses journées. Il va même mener un projet, il n'a pas étudié l'imagerie pour rien, et va sortir de manière totalement indépendante un doujinshi animé. En gros, c'est du hentai. Malheureusement, encore une fois, dû à son attitude, il n'arrive pas à s'entendre avec ses partenaires, et le projet s'arrête net. Il va quand même redoubler d'efforts et rejoindre différents clubs vidéo pour pouvoir partager sa passion. Ensemble, ils partagent, échangent, collectent des vidéos d'animés diffusées à la télé. Mais encore une fois, son comportement le rend détestable auprès des autres. Il a trop tendance à donner des ordres aux autres et à ne jamais leur rendre service. Il replonge alors seul dans le monde des animés et des vidéos, et c'est à ce moment que la frontière entre l'imaginaire et le réel s'effrite peu à peu pour lui. Il devient ce qu'on appelle communément un otaku, et il a quand même 5973 cassettes VHS en sa possession. Et dans cette collection, il affectionne tout particulièrement les enregistrements de ses sœurs sous la douche. Mais un jour, une caméra se fait repérer et une des sœurs vient pour lui demander des explications tout de suite. Miyazaki est totalement acculé pour la première fois, il ne sait absolument pas comment réagir. Trop d'émotions se bousculent dans sa tête et tel un animal submergé par l'instant présent, il va s'exprimer avec ses poings. Il frappe sa sœur à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa mère accourt. Sa mère a entendu le pugilat et elle tombe sur une scène désolante. Un frère qui frappe sa sœur de toutes ses forces et de manière totalement désespérée. La mère de Miyazaki, après les avoir séparés et appris la vérité, ne peut pas cautionner un tel comportement. Elle le chasse du domicile familial et tout penaud, il va aller dans une maison à l'extérieur de Tokyo, très loin du centre. Dans cette maison, il va se sentir encore plus seul qu'avant, mais heureusement, il a encore son grand-père avec qui il communique régulièrement. Son grand-père qui n'a jamais cessé de l'encourager et de le soutenir avec tendresse. 16 mai 1988. Le grand-père de Miyazaki décède. Et c'est à ce moment-là que quelque chose va se briser chez Tsutomu, ce quelque chose qu'il a retenu pendant toutes ces années s'apprête à sortir au grand jour. Traumatisé par l'expérience du décès de son grand-père, le jeune homme n'arrive absolument pas à s'en remettre. Il va même jusqu'à manger une partie des cendres de son grand-père pour le garder en vie, à l'intérieur de lui, au plus proche. Toutes ces émotions qu'il avait retenues et canalisées dans des vidéos peu recommandables commencent à déborder, et c'est à partir de ce moment-là que Miyazaki
va ressentir des sauts dans le temps. Il se couche un mardi et se lève un vendredi. Pourtant, il a bien la preuve qu'il a fait des choses entre-temps, mais impossible de s'en souvenir. Il continue de regarder en boucle sa collection de vidéos, jusqu'à ce que les images ne lui suffisent plus. 22 août 1988. En cette chaude journée dans la ville de Hiruma, Miyazaki décide de faire un petit tour en voiture pour se rafraîchir les idées. En chemin, il va croiser la route d'une petite fille qui simplement rentrait chez elle. Suzushi Tokoro ni ikanai kai. Ça te dirait pas d'aller dans un endroit plus frais? Ça peut vous paraître choquant qu'une fille de cet âge rentre seule chez elle, mais au Japon, ça se fait. On va dire que dans un pays où les meurtres sont très rares, la vigilance n'est pas au beau fixe. La fille va monter dans la voiture et une fois engouffrée dans la forêt, Miyazaki trépigne d'impatience. Un être si fragile à ses côtés, qui ne demande qu'à être brisé. Dans l'euphorie de l'impunité, Miyazaki va commettre l'irréparable, mais pas seulement. Il va... Bien sûr, le tout en gardant sa passion, c'est-à-dire en filmant toute la scène. Tout ce rituel macabre, selon lui, c'était pour faire revenir à la vie son grand-père. À seulement quelques kilomètres de là, les parents de Marie, en panique, s'inquiètent de ne pas voir revenir leur fille et appellent la police. La police, imaginant un enlèvement, va placer des micros près du téléphone de la famille, mais personne n'a appelé. Le lendemain, une grosse battue est organisée pour ratisser la forêt de long en large, mais malheureusement, les sauveteurs ne trouvent absolument rien. La théorie principale qui a été retenue, c'est que la fille est partie jouer en forêt et s'est noyée dans la rivière, emportée par le courant. Mais vous le savez que ce n'est pas la réalité. 3 octobre 1988. Après être passé à l'acte une première fois, les sauts dans le temps de Miyazaki vont devenir de plus en plus fréquents. Et ne pouvant plus du tout se satisfaire de simples vidéos, il va recommencer au même endroit. La victime s'appelle une fille de... À 22h40, le père de la petite fille, totalement en panique, va appeler la police, mais rien ne se passe. La police va effectuer le même protocole en plaçant des micros, en pensant à un enlèvement, mais il n'en est rien. Le sentiment d'impunité est grandissant chez Miyazaki, et même lui trouve cela un peu trop simple. 9 décembre 1988. Troisième victime. Même méthode morbide, même profil de victime. Une petite fille qui partait simplement acheter des bonbons avec son argent de poche. Ses derniers mots ont été « Maman aussi, oh. Je veux ma maman ». Mais cette fois-ci pour Miyazaki, tout ne se passe pas comme prévu. Des promeneurs l'aperçoivent sur le chemin du retour dans la forêt. Ce dernier arrive tant bien que mal à justifier les griffures sur son visage en prétextant une vilaine chute dans les bois et parvient à s'enfuir. Mais les messieurs ont eu des doutes et ont éveillé les soupçons des policiers du coin. Une semaine plus tard, le corps de cette fille est retrouvé. La rage bouillonne pour la première fois chez les enquêteurs, mais cette fois-ci, c'est bel et bien confirmé, il y a un tueur en liberté sur l'archipel nippon. Les enquêteurs font le rapprochement avec les autres disparitions des petites filles et s'attendent au pire. 6 février 1989. Tsutomu est conscient qu'il s'est fait remarquer avec l'épisode de la dernière victime, mais ça ne va pas le freiner pour autant. C'est véritablement à ce moment que Miyazaki va jouer son jeu à fond. Il va multiplier les actes pernicieux et de torture mentale en envoyant des lettres aux parents des victimes. Il ira même jusqu'à les appeler sur leur téléphone. Il ne disait pas un mot, juste respirer très lourdement à travers le micro. Mais le pire, ça reste quand même lorsqu'il a envoyé un colis aux parents de la première petite fille. Un colis contenant... et une photo de Marie. Imaginez-vous être le père de cette fille et de recevoir ça chez soi. Il est totalement dévasté et vraiment au bord de la folie. Il trouve quand même le courage d'aller au commissariat pour déposer ses preuves. C'est à ce moment qu'une grande conférence de presse va être organisée par la police de Tokyo. Pour la première fois dans l'histoire moderne du Japon, les forces de l'ordre vont être obligées d'admettre qu'il y a un tueur en série en liberté. Et ils vont même laisser le père de la première victime s'exprimer à la télé. 遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。ぜひもしあるんであれば全部返していただきたい。そして天国で歩けるように食べられるようにしてあげたいと思います。 À ce moment-là, ce que la police a caché, c'est qu'il y avait déjà 2 autres disparitions de petites filles, dont une qu'on avait déjà retrouvée. Imaginez juste un instant être le parent d'une petite fille au Japon à cette époque et voir ces images à la télé. La peur doit vraiment être à ce niveau
indescriptible. Et c'est totalement ce qui va se passer, c'est qu'une vague de peur et de panique va recouvrir le Japon. Tout le monde va devenir plus méfiant et même une certaine paranoïa va s'installer. Du côté de la police, ça s'active autour de l'enquête numéro 117 qui concerne Miyazaki, et à l'époque, bien sûr, ils ne connaissent pas le nom de l'auteur de ces crimes, et ils l'appellent Dracula. 6 juin 1989. Quatrième victime, elle va être enfermée près de 2 jours chez Miyazaki. Toujours bien sûr avec le même mode opératoire, sanglant et barbare. Les enquêteurs jour après jour avancent petit à petit, mais la population japonaise est littéralement hystérique sur ce sujet et tout le monde ne se pose qu'une seule question. Quand est-ce que tout ça va prendre fin? Ne vous inquiétez pas, la liberté de Miyazaki n'en a plus pour très longtemps. 23 juillet 1989. Par un talent inné, Miyazaki va réussir à convaincre une adolescente de poser nue pour lui. Cette fille s'amusait avec sa petite sœur dans un parc non loin de la forêt, et Miyazaki en a profité pour mettre à l'écart la plus jeune des filles. L'homme va pour commettre son 5e crime. C'est alors que le père, prévenu par la petite sœur, accourt vers sa fille pour la protéger. Tsutomu, complètement effrayé par la venue d'un adulte en pleine forme, va s'enfuir vers la forêt. Dans sa panique, il ne prendra même pas la peine de remonter son pantalon. Mais le père, heureusement, a repéré la voiture de Miyazaki et va le dénoncer à la police. Quelque temps après, le criminel essaye tout doucement de regagner son véhicule, et c'est alors qu'une demi-douzaine de policiers lui sautent dessus, et c'est comme ça que Miyazaki Tsutomu est arrêté. À aucun moment le père se disait qu'il venait d'aider à l'arrestation du criminel le plus recherché dans le pays. Il pensait avoir affaire à un délinquant quelconque. Clairement pas. Jugement. Encore une fois, la police japonaise a été plutôt inefficace contre un criminel. Au XXe siècle, on sent clairement l'inexpérience et l'impuissance de cette dernière dans les affaires exceptionnelles. Et le procès, lui, va être tout aussi exceptionnel. Face à la cruauté des actes et de toutes les preuves vidéo accablantes contre Miyazaki, son avocat a décidé de plaider la démence et la schizophrénie. Il avance que son client n'était clairement pas conscient de ce qu'il faisait. En effet, vous vous souvenez des sauts dans le temps dont je vous ai parlé depuis le début de l'histoire? Eh bien c'était lorsqu'une seconde personnalité prenait le contrôle sur le corps de Miyazaki. Il lui a même donné un nom à cette personnalité, l'homme-rat. Un nom qui rappelle la difformité de ses mains, mais également la souffrance et la discrimination qu'il a pu subir à cause de celle-ci. J'avais l'impression d'être dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Il aura fallu quand même 5 psychiatres et un psychologue pour établir un premier diagnostic de l'état mental de notre homme. Après de nombreuses années, il a été déclaré que Miyazaki est certes atteint de troubles mentaux, mais il était conscient des atrocités qu'il commettait. Et c'est comme ça qu'il fut condamné à la peine capitale. Il rendra son dernier souffle le 17 juin 2008, après avoir passé quand même 10 ans dans le couloir funeste. Mais on est quand même en droit de se poser une question. Pourquoi soudainement les images et les vidéos ne lui ont plus suffi? Sans nul doute que la mort de son grand-père a tout fait basculer, mais quand même son contexte familial n'était pas idéal. La famille de Miyazaki Tsutomu fut auditionnée dans cette affaire, et je ne sais pas si c'est par une volonté de faire tomber aussi ses proches, mais il a dénoncé quelques faits graves. Il dénonça les relations de son père avec sa mère. Une théorie qui n'était pas qu'une théorie et qui fut bel et bien confirmée après l'enquête. Personnellement, je comprends un peu mieux pourquoi il avait placé des caméras dans la maison. D'ailleurs, en parlant de vidéos, dans sa collection, il y avait plusieurs cassettes qui n'avaient pas de titre. Et il est fort probable qu'elles étaient tournées par Miyazaki lui-même, mais on n'a aucune preuve. Sur ces vidéos, on y voit des atrocités, mais imaginez les pires que vous pouvez, et je pense que vous êtes encore bien mignon. Tout ceci a été scellé ou détruit, et pourtant, je trouve que dans cette affaire, il y a beaucoup d'éléments fictifs qui ont été rajoutés. Folklore. Je vous ai épargné certains détails parce qu'ils étaient parfois trop abominables ou alors qu'il n'y avait pas assez de sources fiables dessus. Comme la base de l'histoire est assez tragique, j'ai l'impression qu'il y a de nombreux éléments qui ont été rajoutés au fil du temps pour rendre l'histoire encore plus atroce. Il y a déjà ces mains que je vous ai racontées au début de l'histoire, mais aussi cette photo. Soi-disant, cette photo était un cliché qu'on avait pris du meurtrier avant qu'il ne soit arrêté. Personnellement, je pense qu'elle est totalement truquée, mais en tout cas, elle fait assez peur. Il y a aussi beaucoup d'histoires occultes et de paranormales qui tournent autour du personnage, mais tout ceci, ça reste de la fiction.